Hello everyone, c'est moi et Duchesse pour notre vidéo du milieu de la semaine. Vous voyez, vous me la réclamiez, elle doit entendre, elle doit avoir un sixième sens parce que là, elle a décidé d'un peu show up. Et ça fait toujours plaisir de voir Madame Duchesse, je l'admets. Alors aujourd'hui, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'accrochez-vous, les révélations s'enchaînent et elles vont secouer Washington, Hollywood et même le Vatican. Oui. Entre Alina Habba, l'avocate conseillère de Donald Trump, qui balance tout en direct à la télé, des noms, des dossiers explosifs, des secrets inavouables, et croyez-moi, certains doivent être en PLS en ce moment même. Le scandale Epstein qui prend une toute nouvelle dimension où on découvre que ce n'était pas juste un trafic de quoi vous savez, mais une opération de chantage à l'échelle mondiale. Et là, il y a des preuves, les répercussions que ça peut ou pas avoir sur le procès actuel de P. Diddy. Et enfin, le Vatican en panique parce que non seulement le pape est dans un état critique, mais si je vous disais que l'astrologie et une vieille prophétie avaient peut-être prédit ce moment clé, coïncidence ou quelque chose de bien plus profond, toutes les questions sont lancées pour notre vidéo en 3 actus clés en main. Ce qui se passe en ce moment, les amis, n'a absolument rien d'anodin. On peut clairement, sans culpabiliser, se demander si on n'est pas en train d'assister à la chute de ceux qui gouvernent dans l'ombre et à la révélation de secrets cachés depuis des décennies. Alors installez-vous bien confortablement, prenez popcorn, café, thé, ça dépend à quel moment vous me regardez de votre journée, parce que je vais vous en dire beaucoup plus et ce que je vais vous dire risque de vous retourner le cerveau. Alors accrochez-vous, c'est maintenant, c'est parti, on y va. On va tout de suite s'attaquer avec Duchesse à notre news number 1. L'avertissement d'Alina Habba. La transparence totale arrive. Eh oui, c'est ce que Trump avait promis avant ses élections et c'est ce qu'on dirait qu'il respecte pour l'instant plus ou moins à la ligne. Effectivement, Alina Habba, la conseillère présidentielle de Donald Trump, est apparue sur Fox and Friends cette semaine et elle a lâché une véritable bombe. Elle n'y est pas allée par 4 chemins et n'a pas mâché ses mots. Textuellement, elle a annoncé « La transparence arrive ». Maintenant, ils vont paniquer parce qu'ils ne veulent pas que quiconque sache qui était sur l'île d'Epstein, qui était un adorateur des enfants malsains et qui siège probablement encore à Washington. On peut dire que là, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Ceci, les amis, vous devez le comprendre, est plus important peut-être même que le Watergate, plus important que tout scandale de l'histoire des États-Unis. Les mêmes personnes qui ont qualifié à l'époque Donald Trump de dangereux, d'inapte, sont celles-mêmes qui vont être exposées très prochainement pour leurs crimes odieux. Des propos rapidement confirmés par Pam Bondi. Ah, ouch! Et il y en a qui disaient, mais non, parce qu'ils se basaient sur une seule et unique photo de Trump. Je l'ai expliqué 1,5 milliard de fois. Oui, il a rencontré Epstein, mais il n'est jamais allé sur son île, jusqu'à preuve du contraire, alors que tant d'autres y sont allés de manière répétitive et récurrente. Alina Habba vient de révéler l'un des plus grands secrets, enfin un des plus grands secrets pour ceux qui dorment, pour les moutons et pour d'autres, ceux qui croient tout savoir et qui sont les plus prompts à nous traiter, nous, de conspirationnistes. L'opération Epstein était financée par des programmes gouvernementaux, des sociétés écrans et des ONG contrôlées par ceux qui gouvernent dans l'ombre. Ce n'était pas juste un adorateur des enfants malsains, riche et isolé. C'était une opération de renseignement à grande échelle. Et oui, pourquoi tant de politiciens ont-ils volé sur le jet privé d'Epstein? Pourquoi Bill Gates, Bill Clinton et d'innombrables célébrités d'Hollywood avaient-ils des liens avec Epstein? Pourquoi chaque enquête sur Epstein a-t-elle été enterrée jusqu'à ce qu'il soit trop tard, beaucoup trop tard, mais comme j'aime bien le dire, mieux vaut tard que jamais? Parce que il collectait des informations compromettantes pour ceux qui gouvernent dans l'ombre, cette fameuse élite mondialiste. Et une fois devenu un risque, parce que forcément à force d'engranger au départ pour eux, mais après le gars, qu'est-ce qui... c'était un électron libre, ils l'ont
littéralement effacée. La mort d'Epstein n'est pas ce qu'ils ont annoncé qu'elle était. Alors je sais que le mot avec un grand S est supprimé de la plateforme. On va plus pouvoir parler de rien de toute façon. Si t'as pas un discours aseptisé ou si t'es pas là pour faire des tutos make-up, YouTube il te laisse plus rien dire. Donc vous avez compris, ce n'était pas ce que ça avait l'air d'être. Cela est évident, mais pour certains, ça a été plus ou moins difficile à accepter. Mais voici ce qui est encore le plus choquant. Son réseau de chantage n'est pas mort avec lui. Et non, certains le savaient, d'autres vont l'apprendre. Les fichiers existent, les preuves sont réelles et elles sont sur le point d'être révélées. On a aussi eu droit, dans la foulée, au témoignage de Juliette Bryant, une survivante de Jeffrey Epstein, qui raconte avec effroi comment elle s'est réveillée nue et paralysée dans un laboratoire de la propriété d'Epstein au Nouveau-Mexique. Elle s'est aussi confiée sur l'obsession d'Epstein pour le clonage, l'ADN et le transhumanisme. Elle se souvient même de la présence inquiétante de scientifiques dans la pièce. Vous allez voir, c'est brutal. Je vous mets un extrait de son interview si je peux, j'espère. Sinon, je vous le mettrai en lien en barre de commentaires pour que vous puissiez la voir sur X. Le clonage ADN et le transhumanisme l'intéressaient clairement. Est-ce que ça s'est manifesté? Avez-vous vu des indices? Bien sûr, il y a des scientifiques. Je vais être franc. Je me suis réveillée dans un labo là-bas une nuit. Waouh, c'est effrayant. J'hésite à en parler. Mais il y avait des scientifiques. Une nuit, je me suis réveillée nue et paralysée sur une table. Je veux passer au détecteur de mensonges. J'ai vu d'autres choses étranges. On en reparlera plus tard. Ces gens cachent leurs activités secrètes. À mon retour, j'étais bouleversée. J'ai eu de graves crises d'angoisse. J'ai été hospitalisée 10 fois pour ça. J'étais en pleine forme avant d'y aller. Ils m'ont fait quelque chose. Je veux savoir quoi. Je n'arrêterai pas avant de découvrir la vérité. C'est pas un truc de fou, parce que oui, il faut savoir qu'il y avait l'île. Mais il n'y avait pas que l'île. Il y avait aussi le ranch d'Epstein au Nouveau-Mexique, où l'adorateur des enfants malsains milliardaire prévoyait d'imprégner, écoutez bien ça, des dizaines de femmes et d'ensemencer la race humaine avec son ADN, et où il a également discuté avec des scientifiques engagés dans des expériences génétiques et leur a dit qu'il finançait des efforts pour identifier une particule, écoutez ça, une particule de harceleur qui pourrait déclencher chez quiconque le sentiment que quelqu'un vous surveille. Mais qui demande ce genre de choses? Qui va chercher ce genre d'émotions? Je pense que là, le décor, il est planté, il n'y a plus rien à dire, on pourrait arrêter là. Parce qu'il faut savoir que Jeffrey avait acquis le Zorro Ranch, oui, c'est comme ça qu'il l'appelait, le Zorro Ranch, de 7588 acres près d'Albuquerque au début des années 1990, et y a construit un manoir de 33 000 pieds carrés. Le ranch a d'abord été mis en vente pour 27,5 millions de dollars en 2021. Mais ce prix a rapidement été réduit à 21,5 millions de dollars un an plus tard, après que des agents immobiliers locaux aient exprimé le scepticisme quant au prix. Parce qu'effectivement, il existait au même endroit de nombreuses autres propriétés qui offraient encore plus de commodités et qu'en plus, il n'y avait aucune histoire sombre autour. Mais selon le Mirror a soulevé quelque chose dont ne peut plus intéressant. Le ranch a finalement été vendu plus tôt cette semaine à San Rafael Ranch LLC, une société créée il y a juste quelques semaines pour un montant non divulgué. Une société donc vraiment très étrange, pour ne pas dire hyper chelou. Les documents obtenus par le journal montrent qu'un acte de garantie spéciale a été émis par le bureau du greffier du comté de Santa Fe la veille et signé par Darren Indyk, l'exécuteur testamentaire de la succession de Epstein. Si ça, c'est encore pas quelque chose d'étrange, je ne sais pas ce que c'est. Epstein était également connu pour inviter un certain nombre de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens au lodge, où il aurait tenté de les séduire en utilisant sa puissance financière pour financer des idées et des découvertes scientifiques hyper dérangeantes selon les bruits de couloir. Je vous laisse imaginer, déjà que tout est glauque. D'apprendre ça, ça rend encore le truc encore plus glauque. Selon l'informaticien et expert en réalité virtuelle Jaron Lanier, cela comprenait des plans pour convertir le ranch en une usine de fabrication de bébés.
Et pour ce faire, il avait déjà imprégné, je vous dis le mot tel qu'il a été, littéralement tel qu'il a été donné, mais bon, en tout cas, il a fécondé, ça conviendrait mieux, au moins 20 femmes oranges. Toujours selon le Time, d'autres sources ont déclaré qu'Epstein aurait également évoqué la question de savoir comment les humains pourraient être améliorés génétiquement et aurait voulu dire à un scientifique qu'il finançait des efforts pour identifier une mystérieuse particule, je vous le disais, la particule harcelante, qui pourrait déclencher le sentiment que quelqu'un vous surveille. Mais s'il vous plaît, quoi, dans quelle autre expérience tordue de Joseph Mengele Epstein était-il impliqué? Nous n'en sommes, je pense encore, qu'à la pointe de l'iceberg avec la divulgation des nouveaux papiers, du nouveau dossier de Epstein. Les fichiers Epstein sont, je le répète, sur le point d'être divulgués d'après ce qu'elle a dit à Alina. Et toujours selon les propos de la jeune femme, les gens qui dirigent toujours dans l'ombre le savent. Voici donc ce à quoi s'attendre dans les semaines à venir si effectivement tout se passe comme prévu dans le cadre de ces divulgations. On a prévu un blackout médiatique massif parce qu'effectivement, ils vont forcément tenter de supprimer l'histoire. Les médias menteurs feront semblant que cela n'arrive pas, ils mentiront, ils trafiqueront ou alors ils mettront des highlights sur les personnes les moins importantes du dossier. On va avoir droit aussi à des campagnes de désinformation. Ils prétendront que les documents sont faux ou trompeurs. Ils diront que c'est une attaque politique. On va avoir très certainement droit aussi à des choses, à des faux drapeaux et autres distractions, si vous voyez où je veux en venir. Attendez-vous à un chaos, je vois que ça. Des émeutes, des turbulences économiques, peut-être même, il pourrait pousser le vice pour enterrer l'affaire, une autre crise mondiale ou une autre maladie imaginaire. Tout pour détourner l'attention. Il va y avoir aussi très certainement des morts mystérieuses. Restez à l'affût. Les lanceurs d'alerte, les journalistes et les initiés qui en savent trop commenceront à disparaître. Nous l'avons vu avant, nous le verrons pendant et malheureusement nous le verrons très certainement après. Trump va être attaqué plus que jamais, ils se lanceront tous contre lui comme on l'a déjà vu dans le passé, plus de fausses inculpations, plus de chasse aux sorcières politiques, plus de sabotage de l'État profond. Mais quoi qu'il en soit, ils peuvent sortir tous leurs plans, toutes leurs ficelles habituelles. J'ai bien l'impression les amis que le jour du jugement approche et l'élite corrompue le sait. Mais cette fois-ci, ils ne pourront pas échapper à la justice. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que certains rats quittent déjà le navire. Et c'est justement notre news numéro 2. L'avocat de Shane Diddy Combs quitte l'affaire. Il a dit textuellement « Je ne peux en aucun cas continuer ». Et oui, l'un des avocats de Shane Diddy Combs a quitté l'affaire criminelle de trafic sexuel impliquant le producteur de musique disgracié, selon de nouveaux documents judiciaires. Anthony Rico a déposé une requête jeudi pour se retirer en tant que l'un des 6 avocats de la défense de Bad Boy Records, sans fournir aucune explication. Et Anthony Rico, c'est celui qui avait défendu tous les rappeurs dans des histoires abracadabrantes qui étaient limite des causes perdues. Donc c'est-à-dire que si lui il abandonne, c'est qu'il y a vraiment de quoi abandonner quoi. La demande de Rico ne sera officielle qu'après l'approbation d'un juge. Ce dernier doit trouver, Rico a une raison suffisante pour approuver une telle demande. Alors, ces déclarations textuelles, c'est « En aucun cas, je ne peux continuer à servir efficacement en tant qu'avocat de Shane Combs ». Et ça, c'est dans une déclaration sous serment déposée au tribunal fédéral de Manhattan. Il est respectueusement, mais regrettablement demandé que le tribunal accorde ma requête. Je vous le dis, l'avocat n'a pas expliqué pourquoi il souhaitait se retirer, mais a noté que sa décision avait été prise après avoir discuté avec Mark Agnifilo, l'avocat principal de Combs. Rico a suggéré que la brièveté de sa déclaration était due à sa volonté de ne pas divulguer d'informations protégées par le secret professionnel entre avocats et clients, et non pas, comme certains l'ont tout de suite pensé, parce que le dossier était trop à charge et qu'il ne voulait pas perdre son temps. Mais bon, entre nous on sait quoi déduire. Cependant, il a quand même assuré au juge qu'il avait des raisons largement suffisantes pour demander à être libéré de l'affaire. Rico a également affirmé que son départ ne retarderait pas le procès prévu pour le 5 mai, car Combs continuera d'être représenté par 5 autres avocats. Donc oui, encore heureux que le fait qu'il y en ait un qui décide de lâcher l'affaire, ça ne compromette pas tout le procès en question. Combs, 54 ans, a plaidé, vous le savez, non coupable des accusations selon lesquelles il aurait forcé des femmes et autres à participer à des spectacles sous l'emprise de substances.
Il est derrière les barreaux sans caution depuis son arrestation en septembre. Il faut savoir que s'il est reconnu coupable des charges les plus graves, il encourt une peine minimale obligatoire de 15 ans de prison ferme, pouvant aller jusqu'à perpétuité, et ce serait, selon moi, la peine la plus appropriée. Combs fait également face à au moins 40 plaintes déposées par des hommes et des femmes qui affirment qu'ils ont été abusés de toutes les façons que ce soit, à base de toutes les possibilités que ce soit, et qu'aujourd'hui, ils voulaient qu'on leur rende justice. Pendant ce temps-là, bien sûr, Sean Diddy Combs continue de nier toutes les accusations, affirme avoir été ciblé par une loi américaine raciste. Ah bah oui, on les connaît les ficelles, ils ont tous les mêmes. Ah, les minorités. Donc il a dit que c'était un cas flagrant de poursuite sélective. Non mais le culot, dites-moi ce que vous en pensez. Diddy poursuit NBC pour de nouveaux mensonges dans un documentaire Pick-up qui le qualifie de monstre. Je ne sais pas si le gars réalise ce qu'il y a contre lui, ce qu'il a fait, ou si, je ne sais pas, il pense vraiment avoir une impunité sans faille, parce que j'ai trouvé ça, mais d'un culot. Son équipe juridique s'est refusée à tout commentaire vendredi dernier, et Maître Rico a pour le moment refusé toute déclaration à la presse. Cette affaire continue de faire les gros titres alors que Combs se prépare à affronter un procès qui pourrait changer sa vie à jamais. On dirait bien, les amis, que cette fois-ci les choses bougent, qu'elles bougent pour de bon, qu'elles s'accélèrent et que les vérités sont toutes à nos portes. Et d'ailleurs, notre troisième info du jour est pour moi dans la même dynamique de révélation, même si je vais peut-être un petit peu trop loin, ou que je m'emballe, que je prends des raccourcis. Mais bon, mais vu qu'on va parler du Vatican, je trouve que dans la suite logique des deux premières actus, ça a beaucoup de sens. En effet, news numéro 3, le pape François se trouve dans un état critique. Eh oui. Jamais le Vatican ne s'est montré aussi inquiet concernant la santé du souverain pontife depuis sa nomination en 2013 et malgré des hospitalisations à répétition en 2023. Le Saint-Père, âgé de 88 ans, présente plusieurs problèmes de santé graves et son état ne semble pas s'améliorer après une dizaine de jours passés à l'hôpital Gamelli de Rome. Les prochaines heures seront décisives, a prévenu Abele Donati, directeur de la clinique d'anesthésie et de réanimation de l'hôpital universitaire des Marches, dans les colonnes de Corriere della Sera. Le souverain pontife dirigera néanmoins l'Église jusqu'à son dernier souffle, à moins d'une renonciation comme celle de Benoît XVI en 2013 ou de Célestin V en 1294, et le pape François a affirmé sa volonté de se plier à la tradition. Mais l'octogénaire se sait plus proche de la fin de son pontificat et il aurait pris d'ailleurs certaines dispositions pour préparer sa succession, laquelle devra respecter un vaste protocole. Si certains cardinaux réfléchissent au prochain conclave, le sujet de la succession du pape ne sera traité qu'après la mort du Saint-Père et une période de deuil est prévue pour l'honorer. Il faut savoir qu'à la mort de chaque souverain pontife, une série d'événements est orchestrée par le Vatican. Le pape François n'y fera pas exception. Il a même déjà pris certaines dispositions. Le décès du Saint-Père est traditionnellement officialisé par le Carmeling, un haut dignitaire du Vatican dans une cérémonie symbolique depuis la chapelle privée du souverain pontife. Le Carmeling crie le nom du chef de l'Église et en l'absence de réponse annonce son décès au collège des cardinaux qui à son tour publie un communiqué pour confirmer publiquement la mort du pape au monde entier. Si la cérémonie est surtout symbolique, la mort ayant été constatée par les équipes médicales, elle est indispensable avant l'annonce officielle. À l'annonce suit une période de deuil de 9 jours, la novendiale. Le corps du pape est alors béni, vêtu des habits pontificaux et exposé dans la basilique Saint-Pierre pour que le public puisse lui rendre un dernier hommage. Le rite funéraire prévu pour le pape François fait qu'il reposera dans un cercueil ouvert sans trop de faste. Au même moment débute la période du sede vacante, qui veut dire le siège est vacant, pendant laquelle le collège des cardinaux a le pouvoir en attendant la nomination d'un nouveau pape. Les funérailles du pape se déroulent entre 4 et 6 jours après le décès à la basilique Saint-Pierre et sous la présidence du doyen des cardinaux. Mais le pape François ne sera pas enterré dans les grottes du Vatican comme le veut la tradition. Effectivement,
Chose étrange, et on doit en parler, en décembre 2023, le souverain pontife avait indiqué dans une interview qu'il avait choisi d'être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, l'une de ses églises préférées. Le pape François a également décidé d'être enterré dans un unique cercueil fait de bois et de zinc, contrairement à ses prédécesseurs qui ont été inhumés dans 3 cercueils emboîtés les uns dans les autres. Un en cyprès, un en zinc et un en orme. C'est quand même bizarre qu'il ne respecte pas la tradition. Ensuite, il va s'écouler plusieurs semaines avant la nomination de son successeur. Lorsqu'un pape meurt, il faut attendre plusieurs semaines avant qu'un successeur soit nommé. 2 à 3 semaines après les funérailles du souverain pontife, le collège des cardinaux se réunit à huis clos dans la chapelle Sixtine pour tenir un conclave qui devra aboutir à l'élection du nouveau Saint-Père. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans sont autorisés à voter. Ils seront environ 120 à choisir le successeur du pape François, lequel devra être élu par la majorité des 2 tiers de l'Assemblée. Le conclave durera le temps nécessaire à l'élection du pape et pourra procéder jusqu'à 4 votes par jour. Après chaque dépouillement, les bulletins seront brûlés et les résultats seront annoncés au monde extérieur par un signal de fumée s'élevant par la cheminée de la chapelle Sixtine. Une fumée noire signifie qu'aucun pape n'a été élu. Une fumée blanche que le conclave a choisi un nouveau souverain pontife. Après l'élévation de la fumée blanche, un représentant du collège des cardinaux prononcera la locution latine « Habemus Papam » depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Le nouveau Saint-Père, qui aura choisi son nom papal et revêtu sa soutane blanche, prononcera alors son premier discours devant les fidèles. Et alors forcément, la question qui obsède tous ceux qui s'intéressent au sujet, qui peut donc bien succéder au pape François? Si théoriquement, il faut le savoir, tous les hommes baptisés peuvent prétendre à la papauté, dans la pratique, le pape est systématiquement choisi parmi les cardinaux depuis plusieurs centaines d'années. L'élection se joue généralement entre une poignée de cardinaux. Le pape François a œuvré ces derniers mois pour que son successeur ait les mêmes ambitions que lui pour l'Église. 3 noms reviennent particulièrement sur la table quand il est question de la succession du pape François. Il y a Pietro Parolin, Matteo Maria Zuppi et Pier Battista Pizzaballa. Le premier est un cardinal italien, secrétaire d'État et numéro 2 du Vatican, mais jugé trop effacé pour prendre la tête du Saint-Siège. On pense pas que les gens qui s'y connaissent, moi je me mets dans la conversation, genre on pense pas. Genre j'ai discuté avec les cardinaux. Mais bon, je pense pas que ce soit lui. Pour l'instant, ceux qui s'intéressent, ceux qui creusent et ceux qui savent mieux que moi de quoi il parle, ils disent qu'il y a peu de chances que ce soit lui. Le second est archevêque de Bologne, mais jugé trop proche du mouvement Sant'Egidio, une association de fidèles catholiques. Et enfin, le troisième est le patriarche latin de Jérusalem et est jugé quant à lui trop jeune pour exercer ses fonctions du haut de ses 58 ans. Alors moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que quand j'ai vu les noms de Pietro et Pier Battista, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la prophétie de Malachie. Rappelez-vous, j'en avais parlé dans une vidéo et je vous mets le lien en barre de description. Dans la prophétie des papes attribuée à Saint Malachie, le dernier pape, celui qui dit être le dernier, est appelé Pierre le Romain, Petrus Romanus. Selon ses écrits, après ce dernier pape, Rome sera détruite et viendra la fin des temps. Moi, je pensais que c'était déjà l'autre parce qu'il avait dit qu'il s'appelait Pierre. Bref, je vous en dis pas plus, allez regarder la vidéo, c'est très intéressant. Voilà. Surtout qu'en plus, il y a une troublante synchronicité qui s'est dessinée autour de tout ce magma d'informations, c'est que Saturne, l'astre du destin, de la rigueur et de la fin des cycles, est aussi à l'œuvre et que ça, c'est un détail qui fait que dans la prophétie telle qu'on la lit, telle qu'on la comprend et telle qu'elle a été traduite à l'époque, tous les éléments sont réunis, quoi. Depuis des siècles, Saturne est considéré comme le seigneur du karma, celui qui clôt les chapitres et impose le poids des conséquences. Saturne est synonyme de châtiment, d'épreuve et de transition irréversible. Or, voilà qu'au moment exact où la santé du pape se détériore, Saturne atteint un alignement crucial dans son signe astral. Par contre, quelqu'un qui le sait très bien, c'est ceux qui gouvernent dans l'ombre. Les élites occultes le savent bien. Saturne est lié aux grandes institutions
et à ceux qui les gouvernent. Saturne est l'ombre qui plane sur les trônes, apportant la chute des empires. Et aujourd'hui, Saturne pèse directement sur la tête du pape. Une coïncidence difficile à croire. Le 25-26 février, un tournant astrologique, prophétique est on the way. Les experts en astrologie le murmurent. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. La nuit du 25 au 26 février 2025 marquera un point critique. Saturne ne fait jamais de cadeaux et lorsqu'il est en position dominante, il réclame un tribut. Certains diront que cette date pourrait annoncer un événement majeur au Vatican, peut-être même un changement radical de pouvoir. Affaire à suivre. Ce qui est frappant par contre, c'est que Saturne aurait été également en position clé lors d'un autre événement majeur, la démission de Benoît XVI en 2013. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter comme si une main invisible guidait les destinées des papes sous l'influence de cet astre impitoyable et dans le but que la prophétie de Malachie finisse bel et bien par se réaliser. Les pièces du puzzle s'assemblent et ce qui se joue sous nos yeux, les amis, ressemble de plus en plus à la chute d'un empire invisible et ça, de base, on est content. Des élites paniquées, des scandales qui explosent, des figures de pouvoir qui vacillent, comme si un compte à rebours avait été enfin déclenché. Epstein n'était pas un simple prédateur, mais la clé d'un système de contrôle global. Aujourd'hui, ce système craque de toutes parts et les preuves sont sur le point d'éclater au grand jour. Le Vatican tremble et au même moment, l'ombre de Saturne plane au-dessus du pape François. Un cycle s'achève, une prophétie refait surface. Coïncidence ou écriture d'un scénario bien plus ancien et caché, il me semble que la question est on ne peut plus légitime. Les puissants tombent les uns après les autres, Didi, Epstein, Clinton est en mauvaise posture, Gates est de moins en moins crédible. Qui sera le prochain? J'exulte, les amis. Qui contrôlait réellement ces réseaux? Qui tire les ficelles dans l'ombre? Il est temps que les noms et les vraies têtes tombent. Le rideau est clairement en train de se lever. Certains essaieront, je vous l'ai dit en introduction, de nous distraire, d'effacer les preuves, de faire taire ceux qui en savent trop. Mais une chose est certaine, rien ne pourra arrêter ce qui arrive, les amis. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Alors, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça clairement, mais on peut quand même se réjouir des petites victoires et les savourer allègrement. Voilà, cette vidéo c'est terminé pour moi. Avant de vous laisser, je veux vraiment vous reparler parce que vous avez dû voir ma tête. J'ai eu encore une fois une début de semaine compliquée, j'ai eu des trucs pas évidents à gérer, je suis extrêmement fatiguée et j'ai pu encore compter sur les L. Et je vous en parle parce que c'est vraiment, leur travail est impressionnant. Grâce à leurs soins énergétiques, elles ont su soulager mes douleurs et m'apporter un vrai apaisement tant physique qu'émotionnel. Que ce soit pour rééquilibrer les énergies, libérer les blocages ou simplement retrouver un mieux-être, leur approche est complète et adaptée à chaque besoin. Elles travaillent avec une grande bienveillance et une vraie expertise dans des pratiques comme le magnétisme, le laoshi, la libération karmique et bien d'autres. Alors si vous êtes curieux ou que vous ressentez le besoin d'un vrai nettoyage énergétique, je ne peux que vous les recommander parce que moi ça fait plusieurs fois que franchement elles me soulagent. N'hésitez pas. En tout cas, moi, vous savez que je ne vous recommande que ce en quoi je crois. Vraiment, heureusement que je les ai, mais des fois j'ai même honte, quoi, parce que je les texte direct. Ça va pas, vous pouvez. Et c'est tellement probant que j'hésite même plus à les texter, mais des fois j'exagère parce que je me rends même pas compte du décalage horaire. Enfin, en tout cas, voilà, je vous les recommande. Avant aussi de partir, n'oubliez pas que le meilleur moyen et le moyen le plus efficace pour m'aider, c'est on like, on partage, on commente. C'est super important parce que ça m'aide à avoir du poids contre l'algorithme. Et enfin, les petits nouveaux, abonnez-vous. Ça aussi, ça m'aide beaucoup parce que plus une chaîne est grosse, plus on va pouvoir faire circuler des vérités. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. On se retrouve dimanche. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, les amis, stay safe.